Alors, je vais vous parler de dysfonction érectile. Où en est-on aujourd'hui? Vous savez que les médicaments de l'érection ont aujourd'hui 20 ans et tout a été révolutionné. Où en sommes-nous aujourd'hui de la dysfonction érectile? C'est une symptomatologie complexe qui touche l'individu et son couple, hein, et beaucoup de vulnérabilités psychologiques et physiques s'y côtoient et aucune prise en charge ne peut être mise en place aujourd'hui sans prendre conscience de cette complexité et de cette intrication de facteurs psychologiques et physiques. Alors, nous aborderons l'épidémiologie actualisée, parce qu'en 20 ans, ça a changé, les prises en charge actuelles et comment faire en pratique. Alors, la dysfonction érectile aujourd'hui, où en sommes-nous? Elle est toujours aussi fréquente, avec toujours cet objectif de 322 millions de patients à l'horizon 2025, qui a été confirmé par des études plus récentes. La prévalence est stable, elle se situe entre 29% et 40% en population générale. Retenez le chiffre de deux hommes sur 10, un homme sur deux après 40 ans. L'incidence est en légère hausse, elle a pris 1,5 par an. Ce qui est à voir aussi au niveau de l'évolution de l'épidémiologie depuis les premières grandes études internationales, c'est de plus en plus de jeunes patients qui sont impactés, avec un homme sur quatre qui consulte pour dysfonction érectile à moins de 40 ans. Avec très souvent, c'est des patients qui associent une éjaculation précoce à leurs difficultés. Et ce sont très souvent des patients qui ont des addictions, en particulier alcool, tabac, substances diverses. C'est souvent lié à l'usage de préservatifs et aux indices forts d'anxiété, de dépression ou des troubles de l'attachement. Alors, on a mis aujourd'hui, avec les études récentes de ces 10 dernières années, une forte corrélation entre pathologie chronique, vulnérabilité psychologique et troubles de l'attachement et dysfonction érectile. On sait en particulier qu'il y a un très fort taux de dysfonction érectile dans les populations chroniques, diabétiques, patients avec pathologie cardiovasculaire, pathologie cardio-respiratoire, pathologie urinaire. On sait aussi qu'il y a un lien très fort avec tabagisme, alcool, toxicomanie. On sait aussi qu'il y a un lien fort avec les hypogonadismes et les associations médicamenteuses. L'une des caractéristiques aujourd'hui, c'est la médicalisation accrue de la dysfonction érectile. Mais malgré cette médicalisation accrue, il y a davantage de médecins qui s'en préoccupent et qui prennent en charge, mais on a encore trop peu de prise en charge avec beaucoup de retard parce que les patients ont du mal à en parler aux médecins. Le médecin, lui, il a du mal à dépister, y compris chez les patients chroniques. Et chose assez étonnante, même quand il a dépisté, eh bien, les médicaments de l'érection, qui sont par ailleurs très efficaces, ne sont pas toujours prescrits comme il le faudrait. Très souvent, on se contente, même si on a dépisté une dysfonction érectile, en particulier chez un patient atteint de diabète ou d'hypertension, eh bien, on va se contenter de bonnes paroles et on ne va pas prescrire obligatoirement un médicament de l'érection. On peut dire qu'aujourd'hui, la dysfonction érectile, c'est vraiment devenu la face cachée de la plupart des maladies chroniques. Chez les patients diabétiques, très souvent le fait d'avoir une première atteinte avec des pannes d'érection, ça va être vraiment le moment où les choses vont se retourner complètement et où on va se mettre à en avoir assez de tout, à ne plus observer son régime, à mettre en place, à donner des signes de dépression ou de répercussions anxieuses. C'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Chez les patients avec cancer de prostate, on oublie que c'est souvent la première préoccupation de ces patients, même s'ils n'en parlent pas. Là, par exemple, on a une étude canadienne
qui met en évidence que 68% des hommes de cette série se disent prêts à sacrifier une partie de leur chance de survie à 5 ans en échange du maintien de leur dysfonction sexuelle, de leur fonction sexuelle. Hein. Et chez les blessés médulaires jeunes, c'est le principal facteur de détresse. Les traitements, où en sommes-nous aujourd'hui des traitements? Hein, eh bien, c'est certainement un bilan à améliorer parce que les traitements actuels ne donnent pas obligatoirement pleine satisfaction, hein, mais surtout, il y a actuellement trop peu de patients traités, hein, encore trop peu de partenaires informés sur les traitements et qui du coup bloquent la mise en œuvre du traitement à la maison, hein, qui poussent à arrêter parce qu'elles ont peur. Il y a des choses anciennes qui traînent, par exemple c'est dangereux pour le cœur, hein, comme si c'est une assertion qui n'a jamais été vérifiée, hein, mais qui a toujours cours dans l'imaginaire collectif. Et donc, du coup, si la partenaire n'est pas au courant de la non-dangerosité du traitement, ben, elle va pousser à l'arrêter. Hein. Et il y a encore beaucoup trop d'interruptions de traitement sans satisfaction sexuelle parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas osé aller le chercher, parce qu'on a peur de le prendre indéfiniment. Tout ça parce que le traitement n'a pas été assez explicité. Alors, la réflexion que l'on a aujourd'hui sur les échecs des médicaments de l'érection, ça nous permet de mieux comprendre combien l'importance de la prise en compte des facteurs relationnels et psychologiques. Hein. Aujourd'hui, on estime qu'il n'y a plus de dualité entre dysfonction érectile organique et dysfonction érectile psychogène. On a affaire à une maladie commune, complexe, dans laquelle ces différents secteurs, ces différents facteurs interagissent. Hein. Et donc, si on veut traiter, eh bien, il va falloir mettre en lien toutes nos ressources, qu'on soit urologue, qu'on soit sexologue, qu'on soit psychiatre. Alors, la prise en compte de certains paramètres est très très importante si on veut prendre en charge des difficultés d'érection. D'abord, il existe un lien fort entre vulnérabilité individuelle et dysfonction érectile. Hein, ça a été bien démontré avec une anxiété de performance sexuelle qu'on va trouver chez certains patients vulnérables en lien avec les attachements insécures et évitants. L'anxiété dans la dysfonction érectile, souvent c'est un facteur causal qui va déclencher les premières pannes. C'est toujours un facteur d'aggravation ou de maintien de la dysfonction érectile. Je n'ai pas eu d'érection la dernière fois, j'ai peur de me remettre en situation sexuelle, donc je m'observe, donc j'accrois mon anxiété et mon impossibilité à avoir une érection de bonne qualité. C'est souvent un facteur d'arrêt du traitement de l'érection. Et de toute façon, l'anxiété aggrave toutes les difficultés d'érection dont le facteur déclenchant a été par exemple un facteur organique. Ah, c'est très fréquent. Le simple fait d'avoir eu une panne d'érection chez les patients porteurs de pathologies chroniques, ça va activer des inquiétudes du genre oui mais alors j'y suis pas arrivée, est-ce que je vais y arriver, c'est ma maladie chronique, c'est définitif. L'autre élément qui est à prendre en compte, c'est la partenaire et la dynamique de couple. Hein. Il faut savoir que chez les hommes qui consultent pour un problème d'érection, le plus souvent, très souvent, beaucoup plus, la partenaire est dépressive, elle a une dysfonction sexuelle elle-même, elle n'a pas de désir, elle a des fois des syndromes génitaux urinaires, hein, des fois elle a mal au moment de la pénétration. Et très souvent, on a des couples qui sont en conflit, en situation d'adultère, hein, et on sait que si la communication est de bonne qualité, on va avoir beaucoup plus souvent une sexualité satisfaisante, même après cancer de prostate. Prendre en charge aujourd'hui une dysfonction érectile, c'est simplifier le bilan. La dysfonction érectile, c'est un diagnostic d'interrogatoire. Hein. C'est-à-dire que le seul examen complémentaire éventuel, c'est un bilan général. Un bilan général en recherche, par exemple, d'un diabète ou d'une pathologie qui n'aurait pas été détectée.
On peut faire un bilan hormonal pour vérifier qu'il n'y ait pas un problème andrologique. Et l'essentiel, c'est pas de vérifier la dysfonction érectile, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de facteurs comorbides éventuels. Ensuite, face à ce patient chez lequel on a diagnostiqué une dysfonction érectile, il va y avoir un rappel des règles hygiéno-diététiques. C'est indispensable, surtout s'il est porteur d'une maladie chronique. Après, c'est important de prendre le temps d'informer en particulier sur toutes les fausses croyances. Les fausses croyances, c'est par exemple, j'ai un diabète, donc je suis impuissant. J'ai une prostate qui ne fonctionne pas bien, donc je suis impuissant. C'est faux. Hein. Bien expliquer les ressources et les possibilités de guérison, même en cas de maladie chronique. Et puis, on va prescrire un médicament de l'érection dans tous les cas. Dans tous les cas. Et les médicaments de l'érection, ce sont les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5. Hein. C'est le traitement pharmacologique de première intention qui peut être prescrit dès la première consultation, qui est très intéressant parce que il permet d'agir sur le premier niveau de complexité de la dysfonction érectile. L'action pharmacologique est immédiatement concrète au niveau de l'érection. Hein, et il y a aussi une action indirecte sur les perturbations émotionnelles. Ça va permettre une reprise de confiance, l'espoir revient, le patient est satisfait dans un grand nombre de cas. Des consignes simples d'accompagnement sont indispensables. Alors les consignes simples, d'abord, on va vérifier que la partenaire est confiante, qu'elle a envie, qu'elle est motivée, hein, parce que si elle n'est pas informée et pas motivée, on ne va pas aller bien loin, même avec un médicament de l'érection. Ensuite, bien expliquer que un comportement amoureux est indispensable à la remise en fonction sexuelle et il doit remplacer le comportement anxieux qui est venu complètement se mettre en place dans la sexualité du patient. On doit lutter contre les attitudes négatives. Alors les attitudes sexuelles négatives, c'est par exemple j'ai une érection, vite je cherche à pénétrer, bien évidemment ça suffit pour casser à nouveau l'érection, ou bien les attitudes d'abandon, j'ai pas d'érection à l'idée d'un rapport, donc j'abandonne. Et là, non, ça va pas aller. Il faut expliquer aux patients que l'érection peut tarder à venir en situation de rapport sexuel et que rien n'empêche d'obtenir une meilleure excitation avec des caresses par exemple, avec un jeu entre partenaires qui va permettre à l'érection tout doucement de venir et de se maintenir. Hein, et ne jamais abandonner dès la première prise du médicament. Pour le médecin, il faut savoir se mettre dans une espèce de caregiving, c'est-à-dire bien comprendre que ce patient, il est souvent dépressif et il a vraiment besoin d'être nursé. Hein. Il faut le rassurer à chaque fois parce que à chaque fois, il est pris par un sentiment d'impuissance et d'impossibilité et c'est le rôle du médecin de l'aider à dépasser ça. Les perspectives de sevrage sont tout à fait possibles. Il faut bien expliquer aux patients que d'abord, le premier objectif, c'est de retrouver une sexualité normale sans médicaments, avec médicaments, pardon, et ensuite de retrouver une sexualité normale sans médicaments. Hein. Et ça, c'est la phase de sevrage. On en parle dès le début pour éviter que le patient s'imagine qu'il va prendre les médicaments toute sa vie. Hein. Et si on s'aperçoit que le patient, malgré toutes les précautions qu'on a prises, continue à être en difficulté, eh bien, c'est qu'il va falloir réévaluer les choses, c'est-à-dire probablement qu'on a oublié un facteur qui pèse comme un facteur de frein, par exemple une éjaculation précoce ou un désintérêt peut-être masqué de la partenaire qui ne va pas avoir un comportement proactif pour aider le patient. À ce moment-là, soit c'est dans ses compétences, soit on prend en charge le patient dans le réseau de soins. Nous n'oublions pas que la plupart des difficultés sexuelles sont des difficultés complexes et quand on est face à une difficulté complexe, eh bien, il faut mettre en commun nos ressources. Hein. Et il n'est pas rare de travailler conjointement entre un neurologue, un psychiatre, un médecin psychologue, un médecin sexologue, un psychologue. Les points à retenir. Hein. D'abord, retenir l'évolution épidémiologique de la dysfonction érectile qui cible aujourd'hui un peu plus les patients les plus jeunes et les patients atteints de pathologies chroniques.
Retenir aussi que les IPDE5, ce sont les médicaments de première intention et il faut largement les prescrire parce qu'ils ont très peu d'effets secondaires. Et si on respecte les précautions d'usage, il n'y a aucun danger à en attendre. Surtout retenir l'accompagnement de la prescription par des consignes comportementales simples parce que c'est indispensable. Quelques lectures à retenir. Merci de votre attention.